Alors, un très grand mensonge de Haskell base, c'est l'opérateur deux points d'exclamation. Parce que techniquement, voilà, là j'ai créé une. Alors je vais zoomer quand même pour que vous voyez un petit peu mieux. J'ai créé une liste qui va de 1 à 12. Et là je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien avoir la valeur au deuxième index, enfin à l'index 2. Donc ça va être 3 évidemment, ça va être 0, 1, 2, ce qui va nous faire 3. Donc en faisant ça, tu te dis, bah c'est super, j'accède en fait directement en une opération à la valeur de la liste. Mais que nenni en fait, hein. Parce que l'implémentation des listes dans Haskell base, donc sont les librairies en fait, hein, qu'on va voir après comme data.list, c'est ce qu'on appelle des linked lists. C'est-à-dire que c'est des structures de données à partir de lesquelles tu commences à un certain endroit, et puis là tu as la valeur en fait, de l'élément au tout début, et mais tu as aussi l'adresse mémoire du prochain élément. Donc du prochain élément. Comme ça, bah, si tu jamais en fait t'es pas au bon élément, bah, tu vas switcher sur l'élément suivant, tu auras sa valeur, mais si c'est pas le bon élément encore, bah, tu vas encore switcher sur l'élément suivant, donc en fait qui correspondra à l'adresse mémoire d'après tout simplement, jusqu'à ce que le nombre d'itérations que tu fasses ça corresponde en fait à l'index évidemment de l'élément que tu recherches. Donc bon, ça fonctionne comme ça, ce qui n'est pas vraiment très efficient. Je veux dire, si tu veux juste modifier une valeur, ou si tu veux juste extraire une valeur, hein. C'est-à-dire que souvent, par exemple, jusqu'au problème numéro 91, hein, donc vraiment j'ai fait déjà 91 problèmes en Haskell, là des 99, et il fallait que j'attende le 92e pour avoir vraiment la nécessité de passer sur une autre structure de données qui implémente en fait cette fois-ci l'accès direct, ce qu'on appelle le random access, directement dans une liste, dans un équivalent de liste, hein, vous allez voir pourquoi. Parce que, alors qu'est-ce que je voulais. Oui, souvent, comment j'ai répondu en fait au problème qui, même, comment dire, aurait été plus performant d'utiliser des listes avec un accès random, mais sur relativement des listes en Haskell base assez petites, ça fait le cas, enfin ça fait le café. Voilà. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, j'ai une liste là, de 1 à 12, donc c'est bien une linked list, et si je voulais modifier par exemple l'élément numéro 6, hein, donc qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, bah, j'aurais fait un petit map, un map, hein, tu vas modifier la structure de données à partir de laquelle tu appliques la fonction map, hein, c'est le but. Donc en input tu mets XS, et après tu vas appliquer une lambda, donc qui va prendre un X en paramètre par exemple. Et là tu dis, je sais pas, si l'élément est égal à X, donc je sais pas, if X est égal à 6, alors tu vas faire un truc, je sais pas, tu vas outputer je sais pas, 66 par exemple. Euh, Sinon, bah, tu laisses tel quel, donc tu fais X. Tu as bien vu qu'à l'élément numéro 6, enfin, techniquement c'est numéro 6 parce que je viens de commencer à 1, mais en tout cas, l'élément qui a la valeur que je veux, en fait, j'ai bien modifié quelque chose. Mais c'est relativement très contraint comme manière d'approcher, parce que tu vas pas vraiment approcher par l'index, tu vas approcher par la valeur. Et puis voilà, donc ça répond pas à tout type de problème. Alors, du coup, il y a un autre truc évidemment qui répond à ce genre de problème. C'est pourquoi je fais la vidéo. Parce que là, je travaillais sur le problème. Putain, décidément, ça fait beaucoup de problèmes qui sortent de ma bouche là. Le problème numéro 92, du coup, de Haskell.org, je me suis cassé les dents, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot, je me suis cassé les dents dessus. Ça fait un jour que je suis dessus, j'en ai marre. C'est le fameux problème de t'as un échiquier, t'as une pièce, t'as un knight, hein, t'as un chevalier, et il faut trouver en fait un ensemble de combinaisons faisant que tu valides, tu passes par exactement toutes les cases de l'échiquier tout simplement, sans repasser sur une même case telle quelle, quoi. Enfin sans repasser sur la même case, enfin sur une case sur laquelle tu es déjà passé. C'est quand même plus simple de le dire comme ça. Donc, enfin bref, donc j'ai implémenté des algorithmes qui fonctionnent, alors qui théoriquement fonctionnent, hein, parce que vous allez voir qu'il y en a qui prennent, je crois, 2 heures à tourner. C'est pas du tout ce qu'on recherche, hein. Là, vous allez voir qu'avec l'autre structure de données, donc avec le random access, on est plutôt sur l'ordre de la milliseconde. Donc, hein, entre 2 jours, entre 2 heures et 2-3 millisecondes, il n'y a pas photo. Donc au début, donc, juste théoriquement, donc, c'est assez logique. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, je vais prendre évidemment un échiquier. Donc un échiquier, c'est quoi? C'est pas, tu prends donc je reviens à la dernière vidéo, mais par exemple tu peux mettre donc, tu fais le produit cartésien, voilà. Donc tu fais une séquence de listes qui vont de 1 à 8, c'est du 8 x 8, hein, un échiquier, comme ça, et bon là tu as un truc qui s'apparente peut-être à des cases d'échiquier, et tu veux leur associer des booléens pour voir par exemple s'ils ont déjà été visités. Donc bon, techniquement ce que j'ai fait, voilà, vous avez peut-être un peu compris, bon, j'ai juste mappé ça là, à un tuple pour être un peu plus stylé, qui est juste de séquence évidemment, donc séquence 1, 8 et
1, 8, voilà, donc là j'ai un tuple, et de ce truc-là, je vais le zipper en fait, hein, avec un replicate, donc ça c'est exactement ce que j'ai fait à la question d'avant, mais bon, je le refais là pour qu'on part tous de la même base directement, donc 64 fois, hein, 8 x 8, 64. Au début, évidemment, je n'ai visité aucun nœud, donc je vais faire un false. Donc là, vous voyez que je vais bien associer à chaque case un booléen qui au début est égal à false. Je vais partir par une coordonnée que l'utilisateur de la fonction aura inputée tout simplement. Donc au début, je vais mettre, je sais pas si je pars de 1, bon, je mets true à 1, pas de problème là-dessus. Donc voilà, du coup, si je mets true à 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ma liste, hein. En la modifiant, bah, je vais faire un map, hein, une transformation dessus. Et c'est pas efficient vraiment. Hein. Si je fais un map sur quoi? C'est sur XS. Attends, XS c'est quoi? Ouais, et moi je voulais un zip. Ok, donc attendez. XS2, voilà ça. Donc si je fais un map sur XS2, donc là vous voyez un petit peu le pattern qui va se dessiner. Plutôt. Donc je vais pattern matcher dans la lambda tout simplement les coordonnées à partir de laquelle j'ai débuté mon algorithme. Hein. Donc au début, là, tu auras le booléen, on s'en fiche pas en fait du booléen, on va le mettre là. Et là, tu as les coordonnées colonne et ligne qui sont juste là. Je sais pas, tu as C, puis tu as R, comme row. Et donc, à l'issue du pattern matching, pour créer l'input de cette lambda-là, tu vas faire quelque chose évidemment de ta fonction, de ta lambda, qui est que par exemple, si C est égal à 1 et que R est égal à 1, alors évidemment tu vas outputer, hein, enfin tu vas transformer ta donnée en mettant true, parce que tu l'as déjà visité, hein, tu viens de commencer sur ces coordonnées-là, donc tu l'as déjà visité, et tu mets bien C et R juste là. Bon, j'aurais pu mettre 1 techniquement, parce que tu sais que c'est égal à 1, mais voilà, sinon, ce que tu fais, tu vas outputer, alors soit false, parce qu'en fait on sait qu'au tout début, toutes les autres coordonnées sont false, ou soit ALRD, vu que tu as déjà pris l'input dans le pattern matching. Donc on peut mettre ALRD par exemple, ici, et outputer les coordonnées C et R juste là. Alors, then, alors qu'est-ce qui s'est passé encore? Tac, tac, tac. Pourquoi est-ce que j'ai une erreur de syntaxe? Donc là, on va bien pattern matcher. Ensuite, on va faire un if C1 égale à 1 et R égale à 1. Oui, bon, c'est un L, ça, n'importe quoi. Voilà, et donc là, on a bien juste là où on voulait mettre un trou, on l'a bien ici. Donc bon, donc à chaque fois en fait tu recrées une liste, c'est pas terrible, c'est pas très efficient. Alors je pense que le compiler GHC qui est utilisé pour Haskell va peut-être faire des optimisations sur ça, mais dans l'approche même limite philosophique, si tu veux, genre le fait de transformer littéralement absolument toute ton input en données afin de modifier qu'une partie, c'est pas terrible niveau efficience, tu vois. Donc bon, donc tout ça pour dire que oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc en gros l'algorithme Knight's Tour, j'ai fait Knight's Tour, bref, Knight's Tour. Donc tu pars d'une position au hasard. Donc ça c'est la manière naïve. Donc la première approche que j'ai eue ce matin, c'était voilà, tu pars d'une case, en gros, tu pars d'une case. Souvent c'est 1, bref. Tu l'avais comme marqué sur l'échiquier, hein, tout simplement. Tu vois, là, tu fais un map, tu mets trou sur le chessboard que j'aurais mis là. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler une fonction qui va se charger de faire ça. Comment dire? Enfin, se charger de faire ça. Je vais peut-être plutôt, même avant d'écrire la fonction, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend, là, vous remarquez, la signature d'un échiquier. Et là, c'est quoi? C'est la signature en fait de. Donc là, vous avez en fait les coordonnées de chaque pièce. Donc c'est une liste qui contient un tuple. La première position de ce tuple, ce sont les coordonnées du chevalier, tu vois, donc int en colonne et en ligne. Et l'autre valeur, hein, tout simplement, c'est quoi? Attendez, je prends mon petit décaféiné. L'autre valeur, en fait, c'est son nombre de coups. À quel nombre de coups il est. Alors, techniquement, un chevalier, ça a 8 coups, en fait. Ça a 8 coups. En gros, ça peut partir en haut, à gauche, à droite, en bas, à gauche, à droite, et puis à gauche et à droite et en haut, à gauche. Bref, donc ça fait 8, hein, techniquement. Alors, je vais vous faire un petit dessin. Ça va être... putain, c'est encore plus sale qu'avant, mais n'importe quoi. Bref, je connaissais pas non plus les échecs, hein, je vous l'avoue. Donc ouais, ça peut partir 2 cases en haut et une case à droite, une case à gauche, ou l'inverse, ou un truc comme ça, ou un truc comme ça. Donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ça fait bien 8 positions possibles. De fin en tout cas. Donc vu qu'il y en a 8, c'est pas très dur à comptabiliser à chaque fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que au début, tu pars donc d'une coordonnée, et tu te dis, au début, écoutez, je n'ai fait pas de mouvement, donc je suis au
au premier mouvement, on va dire que le premier mouvement, je sais pas, c'est partir à gauche et après au-dessus. Et que le deuxième, ce serait partir à gauche et après en dessous. Le troisième, ce serait par exemple peut-être partir en haut à gauche ou en haut à droite. Bref, donc vous avez un petit peu compris le truc. Donc intuitivement, là, tu te dis, bon bah, c'est une sorte de backtracking, donc en fait c'est une sorte de l'algorithme DFS, donc en fait un depth search, là, comme on dit, voilà, c'est un cherchage. J'ai pas le mot en français, bref, tu cherches en profondeur dans un graphe. Hein. Un échiquier, ça peut être vu comme un graphe. Hein. Comme je sors de la théorie des graphes, j'ai cette modélisation mentale de l'échiquier en tant que graphe. Donc ouais, techniquement, c'est un graphe. Et une fois en fait que tu es bloqué, alors c'est-à-dire quoi être bloqué? C'est-à-dire que tu as ta pièce, tu as ton chevalier, et peu importe quel mouvement tu fais, tu vas retomber en fait sur une case que tu as déjà visitée. Donc à ce moment-là, tu es bloqué. Donc à ce moment-là, je vais parler plus lentement, bref, il faudra backtracker, c'est-à-dire aller à la pièce, à la position où j'étais avant. Tac. Donc c'est ça un petit peu l'intuition qu'on a et que j'ai développé dans cet algorithme-là. Hein. Donc ça marche, mais ça prend vraiment trop de temps. Alors qu'est-ce qui limite ça? Déjà toutes les fois où je vous dis, où je vais faire un map, par exemple, pour modifier les coordonnées, si tu veux, alors pas les coordonnées, mais pour dire en fait qu'une case a été visitée. Je vais faire un map avec ça. Alors où est-ce que je le retrouve par exemple? Je le retrouve juste là. Donc là vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? Alors là j'ai un truc qui s'appelle forward position, qui prend en argument les coordonnées évidemment du chevalier, ainsi que son ND move. Alors ND move, hein, je vous l'ai dit, c'est son numéro de mouvement. Quand il est égal à 8, je ne peux plus faire de mouvement, donc je vais backtrack si jamais je ne peux pas me déplacer. Donc c'est quand voilà, vraiment le chevalier est au dernier mouvement qu'il puisse faire, et que tous les mouvements évidemment ont donné un truc où il ne pouvait pas se déplacer. Donc de toute façon, s'il est au 8e élément et qu'il ne peut toujours pas se déplacer, on va backtracker, on va aller à sa position d'avant. Donc le easing, c'est tout simplement pour dire si en fait les coordonnées ne sont pas en dehors de l'échiquier, évidemment. Donc si c'est pas respecté, si soit en fait BLVAL en gros est tout simplement est vrai, c'est-à-dire quoi si BLVAL est vrai? BLVAL, c'est un filtre NI tout simplement sur chessboard qui va pattern matcher les nouvelles coordonnées du chevalier tout simplement et voir si la case a été déjà prise. Si elle a déjà été prise, c'est-à-dire que ça renvoie vrai. Donc il y a un problème. Soit en fait la case a déjà été prise, soit je suis en dehors de l'échiquier, donc soit is in est false. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc ça c'est vraiment là, c'est le cas où c'est la merde en fait, tout simplement. Donc dans le cas où mon mouvement de chevalier n'est pas au maximum, donc est inférieur strictement à 8, alors je peux augmenter tout simplement le mouvement du chevalier en fait, et à l'itération suivante, je vais tester cet autre mouvement là pour voir si ça me sort de la merde. Sinon qu'est-ce que je vais faire? Sinon, en fait, track back. Ouais, en gros, je vais. Donc, imaginons que je suis à 8, donc là, la position du chevalier est bloquée, je suis à 8, et que. Donc là, je vais enlever déjà cette position, je vais retourner à la position précédente. Et tant que mes positions précédentes sont aussi dans la merde, donc sont aussi bloquées, je vais les enlever. Donc, c'est la fonction track back pose qui va être chargée de faire ça, qui est juste là. Là, vous voyez qu'il y aura un cercle d'itération, de récursion, qui tant que en fait, la dernière position est égale à 8, alors je vais en fait updater encore avec un map. Donc il y a encore des trucs qui demandent un peu de performance à faire. Donc je vais updater et je vais mettre évidemment la case à false, parce qu'elle n'est plus visitée. Si j'enlève mon chevalier, alors la case associée n'est plus visitée. Donc je mets à false tout simplement. Donc tant que c'est égal à 8, sinon après je vais arrêter juste là, et je vais retourner évidemment la position du dernier chevalier qui n'est pas dans la merde, plus 1, voilà, parce que du coup j'ai pas testé sa position d'après, enfin son mouvement d'après. Donc je vais faire un plus 1. Donc c'est à peu près comme ça que ça se passe, voilà. Et pourquoi est-ce que ça n'en finit jamais, cet algorithme-là, de tourner vraiment, si je vous fais une petite démonstration, Knights 2 par exemple en partant de 1-1, alors est-ce que je vais loader le fichier Nice, allez on y va. Avec un S, ouais, tout. De 1 à 1. On peut attendre, on peut prendre des vacances, on peut dormir, on peut passer une nuit, on peut faire des enfants. Qu'on n'aura toujours pas, si tu veux, fini la fonction. C'est pas terrible, c'est pas vraiment ce qu'on veut dans la vie. Donc, faut déjà voir si tu as des algorithmes qui sont un petit peu plus intelligents.
Et en effet, parce que ça c'est un problème ouvert depuis 200 ans, je veux dire. Donc en 1823, il y a un mathématicien allemand qui s'appelle Warndorf, ou un truc comme ça, ouais, Warn, W-A-R-N-D-O-R-F-F, qui a développé un algorithme spécifiquement pour le problème du chevalier. En gros, qui prend, si tu veux, on part du même principe. Donc, on prend un échiquier, on met des cases comme visiter, on met des cases comme visiter ou non. Mais le truc qui va faire en sorte que c'est plus rapide, c'est que donc tu vas toujours faire le calcul des mouvements, évidemment, que tu peux faire avec ton chevalier, ça c'est la base, hein, de toute façon. Mais à partir de ces mouvements-là, donc il y en a 8, tu vas en fait ordonner, ordonner le prochain mouvement que tu vas faire, non pas par un ordre arbitraire comme je l'ai fait avant, mais par un ordre de quel mouvement a le moins après de possibilité d'aller quelque part. Donc voilà, c'est en gros, donc tu as 8 mouvements, et pour ces 8 mouvements, tu vas encore calculer toutes leurs possibilités, tout simplement. Donc je vais vous faire un petit dessin, tout simplement. Donc là, voilà, j'ai tous mes mouvements, tac, 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 tac. J'aime bien faire tac, tac. Et de celui-là, par exemple, vous l'avez compris, on va peut-être l'augmenter. J'ai encore le mouvement d'augmenter en haut et de faire ça, d'aller en bas, putain la vache, d'aller en bas et de faire ça, d'aller ici ou d'aller ici, de faire ça et après de faire ça, bref. Donc vous voyez, bon, ça fait 8 x 8, donc ça fait 64 mouvements à chaque fois à faire, mais c'est relativement peu coûteux techniquement mais comparé avec l'optimisation temporelle qu'on va avoir, l'optimisation calculatoire qu'on va avoir. En tout cas, qu'on a généralement, parce que c'est vraiment un truc très spécifique à la pièce du chevalier, qui a un nombre assez limité, si tu veux, de positions qu'il peut faire, comparé à d'autres pièces où, en fait, le nombre de positions à regarder à chaque fois va être beaucoup plus grand. Je ne suis pas un expert des échecs, mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre de ce qui a été développé. Donc c'est pour ça que les pièces des chevaliers étaient assez intéressantes à faire ça. Donc on va ordonner le mouvement. Donc là c'était le mouvement par exemple, je sais pas, numéro on va dire A, imaginons qu'il y a 8 possibilités. Donc lui-même a 8 possibilités. Alors plutôt du coup 7 parce qu'il pourra pas aller ici par exemple, tu vois, il pourra pas faire ça. Donc on va dire qu'il a 7 et imaginons que là donc, on a sa symétrie qui est là par exemple, qu'on va appeler B. Mais B, je sais pas, là il y aura peut-être d'autres trucs là qui ont été occupés. Donc on va dire que B a moins de possibilités que A. Donc on va privilégier en fait la position qui va donner à B que la position qui va donner à A. Donc on va faire à chaque fois donc un truc de 8, hein, évidemment, tac tac tac, donc de longueur 8, une liste de longueur 8, hein, qui va être décroissante en termes de possibilités de mouvement d'après pour les positions. Donc on va prendre B, et ça on fait ça à chaque fois. On va toujours regarder évidemment la méthode du backtracking, parce qu'on peut être bloqué, des fois on peut toujours être bloqué, hein, c'est pas un algorithme qui nous assure la victoire dès le premier coup, mais en tout cas c'est juste qu'au lieu de faire un ordre précis de changement de direction, genre un ordre arbitraire qui ne change pas, cet ordre-là va être calculé à la volée, et généralement ça va nous donner tout simplement des temps de calcul un petit peu plus intéressants à avoir. Donc, ceci étant dit, j'ai implémenté ça tout à l'heure. Donc, ça commence là, Better Nights 2, ok. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est... Mais tu vois, il y a toujours du map, en fait. Il y a toujours du map. Et c'est ça vraiment qui va nous impacter hein, au niveau calculatoire. C'est pour ça que même cet algorithme-là, qui a l'algorithme de Warndorf plutôt, est quand même toujours très long. Parce que voilà, on va toujours à chaque fois recréer en fait une chose. Donc, c'est pas terrible. Donc, ouais, je disais, je l'ai implémenté, il est là, alors je vais un petit peu comme l'expliquer, pareil, je vais créer mon échiquier, ça c'est la même chose. Ensuite, là je vais dire que je suis déjà passé ici. Le truc voilà, qui va changer, c'est avec la fonction allMove 2 en fait, qui va être chargé de faire le tri, de faire la liste en fait de manière décroissante des positions sur lesquelles je vais potentiellement choisir. Après, c'est-à-dire que j'ai mes coordonnées du chevalier et associé, donc c'est pour ça qu'en fait si tu veux, là j'ai pas un tuple de coordonnées et après juste d'un entier qui va correspondre au mouvement par exemple comme tout à l'heure du chevalier qui était compris entre 1 et 8. Là j'ai vraiment tout à fait autre chose, j'ai toujours les coordonnées évidemment du chevalier, mais associé à quoi? Associé à une liste qui est entre 1 et 8 en fait, hein, tout simplement, mais qui contient les coordonnées
potentielles, enfin pas les coordonnées potentielles, mais les coordonnées des mouvements que je fais juste à côté, ordonnées en fait par ordre décroissant en fonction, je vous l'ai dit, tout simplement des possibilités que chaque mouvement offre après. Donc c'est un truc comme ça, pourquoi? Parce qu'en fait à chaque fois, donc là imaginons que là j'ai calculé par exemple on va se baser sur 1 au début, j'imagine que je sais pas, C et R sont égaux à 1 chacun, je vais calculer à chaque fois du coup tous les mouvements que je peux faire à côté, ça va me les trier et du coup je vais les mettre juste là. Et pour l'itération prochaine, donc quand je vais en fait lancer la fonction tout simplement, ça va me charger de trouver du coup les coordonnées du dernier truc. Oui, alors du coup, le dernier truc en question, où est-ce qu'il est, alors, attendez, je vais re-être sur la fonction, où est-ce que j'étais tac, 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 ok, j'étais là, donc sub better nice to DFS, hein. J'ai mis DFS parce que pourquoi pas le mettre. Bref, alors oui, tac, donc les coordonnées, juste là, ça c'est coordonnées, on part à 1-1 par exemple, on a CR égale à 1-1, hop là, tu pattern match le dernier élément de PosXS, hein, ok. Et là, qu'est-ce que tu as? Tu as juste en fait tout simplement ce qui a été calculé par la fonction allMove 2. Hein. Donc, en prenant la head de ça, tu as la position privilégiée à parcourir pour la prochaine itération. Donc tu vas exactement faire ça, tu vas encore avec un map mettre à trou la position où tu es. Ok, ça paraît peut-être un peu dur au niveau computationnel, mais bon, pourquoi pas après tout. Et ensuite, tu vas évidemment faire en sorte que tu ne puisses plus aller prendre cette direction privilégiée dans le cas où tu auras backtracké jusqu'à retourner à ce nœud-là. Comme ça, du coup, si tu prends plus cette position, enfin, du coup, voilà, c'est normal que tu puisses plus prendre cette position-là parce qu'elle a déjà été prise. Donc, dans l'éventualité d'une catastrophe où tu vas backtracker jusqu'à là, il est en effet judicieux de prendre le tail, hein, le tail de quoi? La queue des coordonnées trouvées à côté de la position, quoi, tout simplement. De la position du chevalier à ce moment-là. Ok, donc et puis on refait, tu vois. J'ai une nouvelle coordonnée qui ont été juste là, C2R2. Et pour ces nouvelles coordonnées, je vais encore prendre tous les autres mouvements de manière à privilégier, tout simplement. Enfin, ordonner donc de manière décroissante, donc avec en aide ceux qui sont privilégiés, tout simplement, à parcourir voilà, pour après. Donc je fais ça à chaque fois. Dans l'éventualité où je suis bloqué, donc en fait, tout simplement, où MoveXS est nul. Donc en fait, donc soit tu es bloqué parce que tu n'as plus de cases autour sur lesquelles tu n'es pas déjà allé, et puis aussi peut-être que tu es aussi en dehors de l'échiquier, donc ça peut être les deux cas. Voilà. Donc il y a une partie par exemple où tu es déjà allé, et l'autre partie où tu es en dehors de l'échiquier. Donc là c'est une façon dont tu peux être bloqué. Hein. Dans ce cas-là par exemple, ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà checker si peut-être que en fait à ce niveau-là c'est la dernière position et en fait tu as tout qui est bon. C'est-à-dire que c'était ta dernière position. Et miraculeusement, si tu veux, tu as absolument parcouru toutes les cases de l'échiquier, donc dans lequel cas, c'est super. Et je vais retourner toutes mes positions avec l'historicité de ce qui s'est passé, quoi. Donc PosXS. Sinon, dans le cas un petit peu plus général, ce qui va se passer, c'est tout simplement un backtracking comme on l'aime. Hein. Donc je vais tout simplement refaire un appel récursif à la fonction, un sub better nights to DFS avec exactement du coup le même avec le new, tu vois, new next XS qui est comme je vous l'ai dit tout à l'heure toutes les positions à côté en fait tout simplement de la case où on est, hein, moins la position sur laquelle on est déjà partout. Donc comme ça c'est cool. Comme ça pour l'itération prochaine, du coup on va itérer sur une autre position privilégiée. Après, il se peut aussi évidemment que si je prenne la tail en fait, d'un singleton, du coup ça va faire un truc qui est égal à 0, enfin où t'as rien en fait dans cette liste-là, auquel cas il n'y aura pas forcément un backtracking des positions à côté de la pièce où tu es, il y aura littéralement un backtracking de la position de la pièce à laquelle tu es. Donc tu vas enlever cette... Enfin tu vas... Du coup, tu vas plus pris... Ah putain, en gros, tu es là, là tu as plein de positions à côté que tu avais privilégiées, tu les retires une par une parce qu'en en fait, elles ne correspondent pas du tout parce qu'en fait, tu te retrouves à chaque fois bloqué en faisant ça, donc tu les retires, et quand tu les as toutes retirées,
bah, tu retires cette pièce-là et tu passes à la pièce juste avant. Donc c'est comme ça que cette fonction-là va fonctionner, hein. Voilà, je vais pattern matcher le fait que je n'ai plus en fait de pièces à côté, de position en tout cas privilégiée à côté. Donc je vais faire un backtracking en règle, hein, tout simplement, avant évidemment, donc, toujours encore une fois, d'avoir modifié l'échiquier et la case où ma pièce est actuellement, que je la remette à false parce que je n'y suis plus, parce que j'ai backtracké à une position avant. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner, ok, super. Et puis, donc là tu dis, ouais, normalement j'ai vu des comparaisons, enfin, des papiers qui m'ont dit que c'était plus rapide, mais j'ai pas vu vraiment leur implémentation. Donc là tu dis, moi je vais le tester, ça va être aussi rapide. Donc allons-y gaiement. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Better Nights 2. Ok, Better Nights 2. Pareil, on part de 1-1, hein, on va pas se... Voilà, super. J'ai le temps de faire plein de trucs là. Oh, c'est long, mais qu'est-ce que c'est long? Et j'ai pas testé au-delà de 3 minutes, hein. Donc bon, je vais peut-être pas non plus vous infliger ça. Et pourquoi? À quoi est-ce que c'est dû? Donc là, vraiment, je m'étais cassé les dents 1000 fois dessus. Je suis désolé, mais j'ai demandé à ChatGPT. Voilà. Et il m'a dit exactement ce qui n'allait pas. Et comme par hasard, là, pourquoi est-ce que je fais une emphase depuis le début de la vidéo sur les maps et les structures de données qui vont différer en fonction de l'accès random ou pas, parce que c'était ça, théoriquement, qui était le bottleneck en fait, de l'algorithme. Donc, voilà, une introduction sur le module DataList, hein, qui, lui, par contre, permet de faire des accès random, s'impose, hein, je veux dire. Alors, comment est-ce que je l'ai importé? Je l'ai importé tout simplement avec un petit data.list, hein, voilà, data.list. Non, c'est data.array, n'importe quoi, voilà. C'est bien data.array dont on va se servir aujourd'hui. Data.list aussi, vous allez voir pour Sorton, c'est aussi assez sympathique. Mais bon, là, juste pour cette partie-là, ça va être sur data.array. Allons-y gaiement. Est-ce que j'ai défini... Alors déjà, comment je définis un array? Bon, techniquement, je vais importer comme A point quelque chose. Donc, tout ce qui va être relié à array, commencera par un A point, et après, vous mettrez le nom de votre structure de données que vous voulez. En l'occurrence, c'est que array. Donc, par exemple, initBoard, qui est de type board. Board, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, un type, donc en fait, une sorte comment dire, un nouveau mot pour désigner la concaténation de plusieurs structures de données préexistantes sur Haskell. Donc vous avez pose, par exemple, qui est un tuple d'entiers, et array, qui est tout simplement alors un array, du coup, a.array, hein, vous le voyez, de pose, donc d'un tuple d'entiers, donc qui vont être en fait des coordonnées, hein, on s'en doute maintenant, et d'un booléen qui va peut-être, ah bah tiens, on a board, chessboard, peut-être que c'est les coordonnées, et du coup associées au booléen, donc la valeur de si la case a déjà été visitée. Et en effet, c'est ça. On va le voir après. Donc, array, ok, array. Là, j'en crée un, par exemple. Donc, j'en crée un. Là, vous voyez un petit peu le produit cartésien dans une liste de compréhension 1,8, 1,8, hein, qui va me faire quoi? Qui va me faire un petit tuple voilà, de xy et d'une valeur préalablement établie, donc de false, parce qu'au début, c'est pas encore visité. Tout simplement, et au début, là tu vas juste mettre aussi les bounds, donc en fait les max, donc au début tu vas commencer par 1,1 et au maximum ça sera 8,8. En fait tu mets les limites de ton truc, ça c'est vraiment les limites de ton array, que tu vas juste mettre là, et puis tu vas créer ton array. Donc à quoi ressemble, j'aimerais bien avoir la tête de initBoard, à quoi ça ressemble? Alors initBoard, on peut l'avoir, hein. Ça ressemble à ça, hein. Vous avez au début, je vous l'ai dit, alors, donc ça définit ce que c'est, donc c'est bien un array. C'est limites dans un tuple, donc on commence bien de 1,1 qui est juste là, et on finit en fait à 8,8, ok. Et puis le reste, en fait, c'est toutes ces données. Donc ça part de là, hein, ça part de là, et ça part juste à là. Ok, d'accord, mais en quoi déjà ça diffère des listes? Déjà, je vais juste vous donner un peu quelques éléments de syntaxe, par exemple pour accéder de manière, je le redis, mais de manière random. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit, hein, je vais un petit peu scanner le code. Tac, tac, tac. Ok, alors imaginons que vous vouliez modifier une valeur avec, voilà, sans passer par un map de merde, et ben vous faites un truc comme ça. Donc là on a bien le pattern match. En fait on va pattern matcher, si tu veux, c'est les premières valeurs des tuples à chaque fois. Donc imaginons que tu veux changer, je sais pas, la valeur à 5,7 là, juste là, et tu veux mettre ça, donc ça on va dire que c'est la clé, et ça c'est la valeur que tu veux changer. Ok.
Donc, donc là, je remets ça là. Bah, tu vas appeler ton initBoard, hein, qui est juste là. Et a point, tac tac, de slash, hein, tout simplement. Et là, du coup, tu vas mettre en fait tout simplement la nouvelle valeur à laquelle tu veux le mettre, hein, tout simplement. Donc quoi, c'était 5,7 et tu veux le mettre à 3. Donc allons-y gaiement, comme on dit. Alors il faut que je le mette en liste, hein, sinon c'est pas bon. Voilà, et là 5,7 est bien égal à true, alors que tous les autres composantes sont égales à false. Donc voilà, et si tu voulais par exemple avoir la valeur à une certaine... Comment dire, donc là je vais créer par exemple un truc qui est un nouvel array où en fait 5,7 est égal à true, enfin en tout cas la valeur associée à la clé 5,7 est égale à true, et de celle-ci je veux en fait avoir, si tu veux, la valeur à 5,7. Donc je vais faire toujours à 1, A parce que je vais importer data.array en tant que A point quelque chose, donc A point, cette fois-ci c'est un point d'exclamation, et ensuite tu mets en fait la clé qui va me servir pour aller rechercher la valeur associée à cette clé-là. Donc on va tout de suite y aller. Donc c'est bien 5,7 qui est bien égal à true, alors que si je n'avais fait aucune opération dessus, hein, vous l'avez compris, si j'avais juste fait directement ça, bah ça je n'aurais rien changé dessus, donc ça m'aurait été égal à false. Si maintenant je veux émuler map, donc un map, une transformation de quelque chose sur, imaginons, tous ces éléments, voilà, sans condition. Alors je peux faire des conditions dans des maps, hein, parce que techniquement tu peux mettre des lambda dans des conditions de transformation de map, mais là imaginons, bon, on peut le faire aussi, mais on va émuler map qui va modifier absolument toute la liste. Alors il y a un truc qui s'appelle a. Alors attendez, de manière c'est a.indices. Voilà, a.indices de mémoire. Allez, tac tac tac. Ouais, ok, c'est pas instance de show, mais ou point index peut-être. Attendez. Non. A.indices. Ah oui, n'importe quoi. Il faut évidemment que je mette initBoard avant quand même. Voilà. Bah même pas. With actual type array, bool. Alors attendez, où est-ce que j'ai fait usage de indices? On va quand même le retrouver. Ouais. Tac tac tac. Ouais, ok, ah oui d'accord, c'est juste après que je dois le mettre. Donc là vous voyez que si je fais usage de a.indices sur mon array, en fait je vais avoir absolument toutes ces valeurs là. Et là, du coup, vous en doutez, donc qu'est-ce que je vais faire pour transformer, par exemple, toutes les valeurs ici de la liste en true, par exemple, hein, pour émuler map, par exemple. Donc, ce qu'on peut faire, donc la modification d'une valeur, hein, c'est un petit init, par exemple, board. Alors, la modification, c'est le a point quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça va être... un zip techniquement. Ah ouais, donc là je vais vous montrer un truc. Donc si je fais ça et que je le zip avec un trou à chaque fois, donc un replicate 64 fois, hein, 8 x 8 trou, ouais, ça me fait bien les valeurs que je veux. Donc je vais l'appeler VALS par exemple pour les valeurs que je veux. Et donc si je fais maintenant un init board de a point sur ce quoi je veux modifier, donc qui va être VALS, voilà. Donc là j'ai évidemment émulé, si tu veux, la modification sur un array de tout simplement ce que je voulais faire. Alors bon, évidemment, là, vu que, comment dire, replicate true, ouais, j'aurais pu faire... En fait, vu que là on suit, si tu veux, les index de A suivent un truc courant comme 1.1, après 1.2, 1.3 jusqu'à 1.8, et après ça me fait 2.1, etc. En fait, littéralement, le zip de A indice initBoard replicate 64 true, ça me fait directement sa modification que je vais avoir après. Mais en fait, ouais, j'aurais juste pu faire ça en fait, techniquement. Voilà, juste pour prendre les index, en fait, enfin les clés en fait, techniquement. Donc, ouais. En fait, là, je viens de m'apercevoir que c'était un peu pas nécessaire de faire ça. Donc voilà. C'est super, on apprend des trucs quand je fais des vidéos, magnifique. Mais ça va nous servir notamment pour du coup la performance, que là vous voyez je ne vais pas utiliser un map. Donc là vu que je n'utilise pas un map c'est beaucoup plus performant. Hein. Notamment, donc là en fait ça reprend exactement la même architecture. Hein. C'est juste que ça a été séparé en plusieurs blocs de code. Par exemple night moves en fait tout simplement ça va être, donc on va filter avec le onboard donc pour voir si je ne suis pas en dehors tout simplement à chaque fois de l'échiquier. Et le night moves en fait vous le retrouvez notamment ici.
mais aussi ici. Donc là par exemple, j'ai l'échiquier, donc toujours avec les coordonnées et les valeurs booléennes associées pour savoir si je suis déjà passé. Et donc là ça va être juste les sets de position donc, de chaque chevalier, donc colonne et ligne. Et ça va me redonner en fait le set de position de manière ordonnée par laquelle le chevalier est passé pour couvrir tout l'échiquier sans passer 2 fois par la même case. Donc c'est ce qui va être généré donc, là avec un maybe. Bref, comment ça va se passer? Donc il y aura une sorte de récursivité toujours. Au début, pause, donc là, le truc va être égal, en fait va être un empty, donc si je démarre la fonction avec laquelle je l'appelle, je suis juste là, donc enfin non, je vais démarrer avec start, donc avec les coordonnées de départ que l'utilisateur aura inputté, et ensuite donc je vais faire initBoard. Alors, initBoard c'est juste la fonction qui va initialiser l'échiquier comme je l'ai fait plein de fois, et start qui va être la position de départ. Et donc ça va être au début de la liste qui va m'être retourné à la suite. Donc au départ, ok, je pars d'une position, qu'est-ce qui va se passer? Donc je suis pas longueur 64, donc on n'est pas à la fin. Évidemment, il faudra que j'ai 64 positions pour qu'on soit à la fin. Donc si je suis pas à la fin, on part juste là, hein, dans le cas le plus général. Et je vais évidemment pattern matcher, si tu veux, ma position. Donc ça va être 1-1 par exemple, hein, si je commence à 1-1. Et là, vous voyez que je vais updater à true, parce que évidemment, je viens d'être à 1-1, donc je vais updater à true. Donc au lieu de passer par un map qui va if, je sais pas, if la première coordonnée est bien égale à la colonne et la deuxième coordonnée est bien égale à la ligne, alors je vais outputer en fait un true. Non, là, directement, je vais en fait modifier avec un true. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup plus rapide. Et puis, après, il y a un sort by degree qui va se faire pour l'algorithme de Warndorf, de mémoire, bref. Qui va être chargé par. Donc au début, je vais prendre night moves de pause. Donc en fait, night moves de pause prend, vous voyez, en argument, si vous voulez, les coordonnées telles quelles. Donc imaginons en 1-1 par exemple. Ça va en fait après me filtrer toutes les coordonnées qui sont encore sur l'échiquier et sur lesquelles je peux potentiellement aller. Mais à ce moment-là, on ne sait pas encore si les cases sur lesquelles je vais aller, on sait juste qu'elles sont dans l'échiquier, mais on ne sait pas si elles sont déjà sur des cases qui ont déjà été prises. Donc pour savoir si elles sont sur des cases qui ont déjà été prises, techniquement ce que je vais faire... Donc oui, ce que je vais faire juste après m'être débarrassé de ma robe de chambre, c'est tout simplement... donc déjà au début, évidemment, je vais faire un filter note board point d'exclamation. Alors déjà, tu comprends rien à ce que ça veut dire, c'est normal. Alors, donc là, on va faire un truc, hein. On a notre init board, par exemple, qui est juste là. Et là, je veux en fait avoir la valeur associée à la clé, par exemple, d'une certaine coordonnée. Donc je sais pas, moi la coordonnée, par exemple, 2. Alors, attends. Faut quand même que je mette l'opérateur. Hein, voilà. Donc c'est A point d'exclamation quelque chose. Et là, c'est false. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas encore visité la case 2,2. Et donc, c'est exactement ce que je veux faire. Je veux tout simplement filter de mes positions, en fait, qui ont déjà été ici calculées, toutes les cases sur lesquelles je ne suis pas encore allé. Ok? Tout simplement. Et je les passe après à la fonction sort by degree. Elle fait quoi, cette fonction sort by degree? Elle va prendre chaque position sur laquelle je suis allé et qui ne sont pas encore, sur lesquelles ne sont pas encore occupées. Enfin, je ne suis plus allé sur. Bref, je vais prendre les positions que j'ai filtrées, tout simplement, à partir de ma pièce du roi, là où je suis. Et donc les positions, évidemment, elles ne sont pas prises, pas encore prises. De ces positions-là, je vais encore en calculer. C'est pour ça que j'ai encore l'application de la fonction nightMove de P, où P, c'est sur chacune des positions que j'ai filtrées au préalable. Donc là, j'ai ma pièce qui est juste là, qui est pause, hein, tout simplement. J'ai filtré les positions sur lesquelles je peux encore aller sur l'échiquier. Et de toutes ces positions-là, je vais encore en compter le nombre de positions qu'elle m'offre, tout simplement, pour ensuite les sortir avec sort on, tout simplement. C'est-à-dire que je vais faire une longueur de toutes les positions qu'elle m'offre, et je vais les sortir de manière du coup ascendante. Donc les positions qui m'offrent le moins de possibilités après de mouvement sont les positions à privilégier, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est exactement ce qu'on veut faire juste là. Donc on va faire peut-être un petit exemple. Alors attendez. Sort by degree, imaginons qu'on a un board, donc on a un échiquier qu'on va mettre, qui est init board, et on a un set de positions. Alors là, le set de positions, il sera juste là, donc c'est celui-là, c'est le filter. Donc, écoutez, on va y aller comme ça, un petit peu à la one again.
one again, je sais pas comment on dit, bref. Donc un petit sort on, sort by degree par exemple, sort by degree, de quoi? Donc l'échiquier on va appeler init board par exemple, ok. Notre échiquier de base, hein, tout simplement, donc là c'est ce qui va se passer, et puis on va mettre peut-être des sets de position, donc night moves qui va output, ouais, donc on y va. Et donc imaginons que je fasse un set de position, je sais pas, 1, 2, 5, 6 par exemple. Donc là, bon, là il me les associe, parce que évidemment, comme là j'ai un échiquier qui est totalement vide, donc où c'est à chaque fois égal à false, en fait il va me le sortir de manière du même ordre que je les ai rentrés. Voilà. Si j'avais mis là un 3, par exemple 3, 4, ou même pas, enfin je sais pas, 8, 3, vu qu'il n'y a pas forcément là, enfin j'ai à chaque fois le même nombre de positions, il me les a mis comme ça, à part quoi que 1, 2, attendez, si je mets 1, 1 quand même. Ouais, il m'a quand même mis 1, 1 juste au début, parce qu'évidemment 1, 1 c'est dans le coin de l'échiquier, et j'ai beaucoup moins de positions à aller dans le coin de l'échiquier que tout simplement, par exemple 5, 6 qui est quand même plus au centre de l'échiquier. Donc tu vois, 1 a moins de possibilités, donc il me le sort, il me le met au début tout simplement, au lieu de me le mettre à la fin comme je l'ai mis dans l'input. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça va procéder, et puis ça va faire une récursivité à chaque fois, tu vois, ça va me prendre, si tu veux, la bonne position, donc la try, donc le moves, par exemple, moves c'est quoi? C'est être toutes les positions qui ont été sorties, et ça va m'appliquer la fonction try moves qui va me prendre la dernière position, et qui va me rappliquer, enfin, qui va me faire une récursivité avec la même fonction, la night dfs, mais en prenant non pas la position de départ qui était 1, mais cette fois-ci m qui est la dernière position privilégiée, et je mets bien sûr m dans le set de position pause, et donc je vais itérer à chaque fois. Si maintenant j'ai un nothing, donc en fait si je suis bloqué, ce que je vais faire c'est que je vais recommencer mon tour récursif avec nightdfs, mais en partant cette fois-ci donc de la position B. Comment dire de la position B? B c'est quoi? Donc B c'est try moves qui est là, donc nightdfs. Donc non, B c'est bien le board, c'est l'ancien board, ok. Et par contre, ce que je vais faire c'est que je vais partir de la dernière position, et non pas de la position qui va être trouvée, avec P qui va être P qui est le set de position juste là. Donc imaginons que là, donc on va faire un exemple, j'ai 1, 1, ensuite je sais pas, on va dire que j'ai la position, alors j'ai n'importe quoi, mais peut-être 3, 4 qui va être généré. Imaginons que 3, 4, ensuite je sois bloqué. Donc je vais dans nothing, enfin je vais donc dans cette récursivité là. Ça va me retourner un nothing, donc avec le board. Oui, ici, logique, hein, techniquement évidemment. Donc si ça échoue, c'est-à-dire que la prochaine itération moves en fait va me retourner une liste vide. Donc train moves va me retourner une liste, enfin nothing hein, tout simplement. Et du coup, on va partir de l'itération d'avant. En fait, les valeurs de l'itération d'avant qui étaient juste avant le fait que c'est échoué. Et ben on a échoué en fait avec le board qui n'a pas encore été modifié. Donc je vous ai dit B avant qu'on fasse appel à cette fonction-là avec un moves qui est empty, hein, tout simplement. Donc on fait une sorte de snapshot hein, tout simplement de ce qu'on avait avant, donc avec un B, l'échiquier d'avant, aide de MS, pareil, pour aller après à la position, je veux dire, celle qui n'a pas encore échoué. Et puis P en fait, hein, qui est tout simplement la position, pareil, le snapshot d'avant. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça va être. On n'aura pas forcément de... parce que là, quand j'avais implémenté par exemple avec la dernière fois, sans passer par cette méthode-là, enfin avec toujours l'algorithme de Varndorf, mais sans cette structure de données-là, j'avais plutôt fait à chaque fois, vous avez vu, tout simplement toutes les positions en fait, associées à cet échiquier. J'avais testé toutes ces positions-là, et ensuite, lorsque j'avais tout testé et que aucune n'effectuait, enfin, tout était bloqué, en tout cas, j'allais retirer cette pièce et aller à la pièce d'avant. Là, c'est un petit peu différent de telle sorte en fait que on n'a pas vraiment de séparation entre chaque pièce à chaque fois. C'est plutôt une suite continue de positions qu'on va tester. Tu vois, en fait, il n'y aura pas de compartimentation des positions qui sont associées à une pièce. On aura vraiment dans une très très grande liste en fait toutes les positions collées, donc on ne pourra pas départager en fait quelles positions quelles positions sont autour d'une pièce à laquelle sont autour d'une pièce à laquelle je viens de créer ces positions-là. Donc c'est un peu compliqué peut-être à modéliser dans votre tête, mais voilà, je voulais juste vous donner une sorte d'impression un petit peu d'overview d'un programme Haskell qui était assez intéressant. Donc le fameux problème tout simplement des tours des chevaliers sur un échiquier en Haskell.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être un peu plu, quoi, donner une vue d'ensemble de comment on allait répondre à ce problème-là. Et puis voilà, je vous dis à la vidéo prochaine. Merci à vous.